Hop, tac, hop. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur ce second webinaire sectoriel organisé par l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Assez rapidement, l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, c'est l'agence de développement économique de la région. Nous accompagnons les entreprises industrielles et de services à l'industrie en région, notamment sur tout ce qui est développement économique, innovation, foncier, formation, etc. Nous vous remercions de vous être inscrits sur ce webinaire emballage, une thématique très intéressante qui connaît de nombreux bouleversements actuellement. Assez rapidement, il y a plusieurs raisons qui nous ont motivés à organiser ce webinaire. Tout d'abord, on a forcément les dispositions réglementaires en lien avec la loi AGEC, notamment le décret 3R, qui va profondément bouleverser le cadre réglementaire des acteurs de l'emballage, mais pas que, des acteurs également de l'industrie agroalimentaire, des cosmétiques, de l'industrie de la sous-traitance santé, de la logistique, etc. Dans le sens où on a des objectifs extrêmement ambitieux, que ce soit en termes de recyclage, de réemploi, de recyclabilité, d'incorporation de matières recyclées. Bien évidemment, l'emballage, c'est une filière extrêmement importante en région. Nous sommes sur un territoire de plasturgie, hein, que ce soit sur le département de l'Ain ou sur le département de la Haute-Loire, on a deux gros pôles industriels de fabrication d'emballage. Voilà. On va se présenter assez rapidement. Corentin Bonnefoy, je suis analyste sectoriel et territorial au sein du pôle intelligence économique et territoriale au sein d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Je serai en charge de l'animation de la réunion et je présenterai également les chiffres clés de la filière emballage en région qui découlent d'un travail qu'on a engagé sur la réalisation d'un panorama sectoriel sur la filière de l'emballage en région Auvergne-Rhône-Alpes. Océane, je te laisse te présenter rapidement. Merci Corentin. Océane Vakoumé, moi je suis chargée d'affaires développement économique, donc dans le pilier développement économique, sur la filière agroalimentaire basée en Savoie, mais également référente de la filière ex-région Rhône-Alpes. Et j'ai mon homologue Pierre-Olivier Estève qui est côté ex-région Auvergne. Je vais co-animer la réunion et on a co-organisé ce webinaire sur le thème de l'emballage. Et on est également membre d'un groupe de travail régional qu'on présentera plus tard. Tout à fait. Merci Océane. Voilà. Assez rapidement, pourquoi s'intéresser particulièrement à la filière emballage? Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, la filière emballage connaît des modifications assez profondes hein, avec les nouvelles dispositions réglementaires. J'ai évoqué rapidement le décret 3R, mais on a également le règlement européen PPWR qui est toujours en cours de discussion au sein du Parlement européen. Il y a beaucoup de dispositions qui sont commentées, discutées, etc. C'est un sujet extrêmement important. Il y a beaucoup de discussions sur le sujet. Bien évidemment, les enjeux de recyclage, de recyclabilité, de réemploi et d'incorporation de matières recyclées qui sont extrêmement forts. On a aussi en parallèle une structuration progressive des filières de recyclage, hein, que ce soit le recyclage mécanique qui est vraiment en train de se structurer avec une modernisation des grands centres de tri et des grands centres de recyclage. On a le développement du recyclage chimique qui reste pour l'instant assez mineur, mais qui a un beau potentiel de développement. Et bien évidemment, les emballages assurent des fonctionnalités essentielles hein, pour l'ensemble des industries, hein, que ce soit l'industrie agroalimentaire, cosmétique, etc. Ils permettent le transport, la manutention d'un produit, ils permettent aussi de préserver la qualité des produits. Ils protègent les produits du risque microbiologique. Il y a une exigence aussi des donneurs d'ordre, des fabricants de produits industriels.
et ils permettent aussi d'interagir et de communiquer avec le consommateur. Donc, les emballages sont vraiment au cœur de l'industrie française et sont essentiels pour de nombreuses industries. Océane, si tu Ouais. veux. Ouais. Merci Corentin pour cette introduction. Donc il faut savoir également qu'à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a vraiment une réelle dynamique autour du thème de l'emballage, puisqu'il y a un groupe de travail qui est copiloté par la direction de l'économie de la région Auvergne-Rhône-Alpes et par la DRETS, qui est existant depuis à peu près 2021 et qui a pour objectif d'accompagner les entreprises de la région du secteur agroalimentaire par rapport à la transformation et l'évolution des emballages, notamment en lien à la loi AGEC que présentait Corentin. Donc il y a différents membres dans ce groupe de travail et l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise en fait partie. C'est également grâce à ce groupe de travail qu'il y a eu en fait une demande de travail d'une cartographie des acteurs de l'emballage en région. Et donc, de fait, le service IET de l'agence a travaillé sur la réalisation d'un panorama sectoriel sur la filière emballage qui découle également sur ce webinaire. Hop. Donc au niveau des intervenants, aujourd'hui nous aurons donc la présence de Colette Bresse qui est responsable du laboratoire emballage du Centre technique industriel de plasturgie et des composites, qui présentera les enjeux réglementaires par rapport au décret 3R. Également Amélie Gousseau donc de Polyméris qui est chargée de mission innovation, qui présentera en fait les résultats forts d'une analyse qui a été faite avec les membres du groupe de travail sur la filière emballage en région, et l'entreprise Pain de Beldon, donc entreprise savoyarde, avec la présence d'Aline Lamarche, qui est responsable R&D, qui nous présentera leur démarche d'éco-conception au sein de leur entreprise. Donc tout d'abord, après l'introduction, Corentin présentera donc les chiffres clés de la filière emballage en région dans le cadre du panorama. Colette présentera les enjeux réglementaires liés au décret 3R. Amélie présentera donc l'état des lieux de la recyclabilité des emballages dans la région. Et nous terminerons sur le témoignage d'Aline Lamarche de l'entreprise Pain de Beldon avant de vous présenter les différentes actions et les perspectives pour la suite. Au niveau des règles de fonctionnement, déjà désolé pour le petit retard, il y a eu des petits soucis techniques au début. Les micros des participants sont coupés, bien évidemment. Vous avez la possibilité de poser des questions dans le chat et nous répondrons à vos questions entre chaque intervention et également à la fin de la présentation. Il faut savoir que le webinaire est enregistré et il sera diffusé sur la chaîne YouTube de l'agence. Donc, pas de souci, vous pourrez revoir le webinaire. Et également, nous enverrons le support de présentation par mail au format PDF par la suite. Merci Océane pour toutes ces précisions. Donc, nous allons commencer ce webinaire avec une rapide présentation des chiffres clés sur la filière emballage en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, toutes ces informations sont issues du panorama emballage réalisé par l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise, qui sera publié très prochainement sur le site de l'agence et sur la plateforme IoT de l'agence. Donc, vous pourrez le consulter directement en ligne. Donc, tout d'abord, l'emballage est une filière majeure de l'industrie française et régionale, hein. C'est plusieurs milliards de chiffres d'affaires en 2021. La France, c'est une forte spécialisation dans les emballages en plastique et les emballages en bois. Donc, on a 38% des produits d'emballage qui sont des emballages plastiques en France. Ce sont des chiffres beaucoup plus importants qu'à l'échelle européenne. On est autour de 33% sur l'Europe. C'est aussi le cas pour les emballages en bois. On a 11% de produits d'emballage en bois en France, donc un chiffre beaucoup plus élevé que dans le reste de l'Europe. A contrario, les emballages en papier carton sont un peu moins fabriqués en France et sont davantage fabriqués dans des pays comme l'Allemagne ou l'Espagne. L'industrie française est d'ailleurs leader européen sur la fabrication des emballages en bois et second pays européen sur la fabrication des emballages en plastique. À l'échelle régionale, la région donc Auvergne-Rhône-Alpes est la première région française en termes d'effectifs salariés dans la fabrication d'emballages, avec plus de 18 000 salariés
en 2021. Donc, c'est une filière absolument majeure de l'industrie régionale. C'est également la première région sur la fabrication des emballages en bois et sur la fabrication des emballages en plastique, hein, que ce soit en termes de sites de production ou en termes de nombre de salariés. Donc, la région est extrêmement bien positionnée sur ce segment. Au niveau du tissu industriel régional, on a 640 entreprises à l'échelle régionale avec 750 établissements. Donc, c'est une filière absolument majeure. Sur ces 750 établissements, on a près de 490 établissements qui sont absolument spécialisés sur la fabrication d'emballage, donc avec un chiffre d'affaires à 100% dans l'emballage. Donc on a 400 établissements sur les emballages primaires. Donc, pour rappel, les emballages primaires sont les emballages qui contiennent et protègent directement le produit, comme par exemple une bouteille de shampoing, une bouteille de jus de fruits, une barquette alimentaire, etc. On a 200 établissements sur les emballages tertiaires. Donc, les emballages tertiaires, c'est tous les emballages de regroupement à des fins logistiques et de manutention, hein. C'est souvent des caisses industrielles, des palettes, des films de palettisation ou de banderolage. Et enfin, on a 150 établissements sur les emballages secondaires. Donc là, on est sur des emballages de regroupement des emballages primaires. Donc il s'agit le plus souvent de cartons ou des étuis de transport. Au niveau de la localisation des fabricants d'emballage, donc on a la zone d'emploi de Saint-Étienne avec l'Est de la Haute-Loire qui regroupe près de 140 établissements, donc notamment sur le plateau de Sainte-Sigolène, on a de nombreux plasturgistes qui fabriquent des emballages en plastique souple autour du groupe Barbier. On a également beaucoup de fabricants d'emballage sur l'agglomération lyonnaise, hein, notamment beaucoup de fabricants d'emballage en carton, d'équipementiers sur les machines, sur les moulistes, etc. Et bien évidemment, on a aussi 80 établissements sur la zone d'emploi d'Oyonnax. Donc là, avec une vraie spécialisation sur tout ce qui est emballage en plastique rigide, donc notamment pour la cosmétique et pour l'agroalimentaire. Au niveau des marchés de destination, donc bien évidemment, le premier marché de destination, c'est l'agroalimentaire, hein, assez logiquement. On a aussi la logistique et le transport, l'hygiène et les cosmétiques, les différentes industries lourdes, donc par exemple la mécanique, la métallurgie, qui sont des débouchés importants pour les fabricants d'emballage, notamment les fabricants de caisseries en bois. Et enfin, on a le marché de la santé, avec tout ce qui est blister pharmaceutique, tout ce qui est pilulier, tout ce qui est emballage de dispositifs médicaux. Donc voilà, on a beaucoup de marchés de destination différents. Au niveau du tissu industriel, on a près de 80% des entreprises qui ont un actionnariat français, donc on a une forte implantation et un fort ancrage sur le territoire. Et au niveau des investissements étrangers, les principaux actionnaires sont allemands, américains ou espagnols. Donc, au niveau de la localisation des fabricants d'emballage par territoire, on a une concentration sur l'Ain et sur le Rhône. L'Ain regroupe 148 établissements, le Rhône 135. On a aussi de nombreux fabricants sur l'Isère, sur la Haute-Loire et sur la Loire, avec des spécialisations assez différentes. Donc, par exemple, sur l'Ain, on voit qu'on a une forte spécialisation sur les plastiques rigides. Sur la Haute-Loire, on a une forte spécialisation sur les plastiques souples. Et par exemple, sur les territoires du Puy-de-Dôme, de l'Isère, de la Savoie et de l'Allier, on a une forte spécialisation sur les emballages en bois. Voilà, donc on a un tissu complet d'entreprises sur tous les départements avec des spécialisations assez différentes par territoire. Au niveau du tissu complet régional, donc près de la moitié des fabricants d'emballages régionaux sont des plasturgistes, hein, donc on a 221 établissements dans les plastiques rigides, 132 établissements dans les plastiques souples, donc c'est vraiment le cœur d'activité de la fabrication d'emballages en région.
Mais on a aussi beaucoup de fabricants d'emballage en bois. Donc on a 160 fabricants. On a aussi beaucoup d'emballages, beaucoup de fabricants d'emballage en carton, donc tout ce qui est carton de transport, étui, boîte, coffret, etc. Avec un fort ancrage, notamment dans la Drôme, autour du groupe Otajon. Sur les différents types d'emballages qui sont fabriqués par les industriels régionaux, donc sur les emballages en plastique rigide, on a une vraie spécialisation sur les bouteilles et flacons et tubes plastiques, avec 99 établissements qui fabriquent ce type de produits, majoritairement à destination du marché cosmétique et agroalimentaire. On a aussi tout ce qui est solutions de fermeture, donc tout ce qui est bouchons, capsules, couvercles, pistons, avec 84 établissements en région. On a aussi une vraie spécialisation sur tout ce qui est barquettes, boîtes, plateaux, coques, blisters, thermoformés, notamment sur le territoire de la Plastic Valley autour d'Oyonnax. Et enfin, on a une spécialisation aussi sur tout ce qui est cuve, jerrycan, tonneau, bidon, bac, caisse, qui là s'adresse plutôt au secteur industriel de l'agroalimentaire, de la chimie, de la manutention, etc. Sur les emballages en plastique souple, donc on a principalement trois types de produits qui sont fabriqués, donc les sacs, sachets, doypack, poches souples, notamment pour l'industrie de la santé, tout ce qui est poche de perfusion. On a aussi tout ce qui est film de thermocellage, qui sont extrêmement importants pour prolonger la durée de vie des produits, film barrière, opercule, etc. Et enfin, on a tout ce qui est film industriel de palettisation pour manutentionner, transporter les produits. Donc là, on est plutôt sur des emballages tertiaires. Au niveau des emballages carton fabriqués par les industriels régionaux, donc on a une spécialisation sur tout ce qui est étui, boîte, coffret en carton, donc notamment pour tout ce qui est suremballage, boîte de présentation pour les cosmétiques, pour l'hygiène, pour l'industrie agroalimentaire. On a aussi une vraie spécialisation sur les cartons de transport, les caisses américaines, notamment pour le e-commerce, mais également pour le transport et la logistique sur de nombreuses industries. On a également tout ce qui est PLV, présentoir en carton, qui est un véritable marché de destination. Donc, c'est les présentoirs qu'on peut rencontrer en grande surface ou dans les magasins. Et enfin, on a une spécialisation un peu plus mineure sur les emballages alimentaires en carton, notamment tout ce qui est briques de soupe, etc. Sur les emballages en bois, donc on a une spécialisation sur deux types de produits principaux, donc principalement les caisses en bois, les flight cases, les bobines, les tourets. Donc là, qui s'adresse vraiment aux emballages, qui s'adresse vraiment aux industries lourdes, donc par exemple l'automobile, l'aéronautique, la métallurgie, la mécanique, etc. On a également une spécialisation sur tout ce qui est palettes et chevalets en bois, donc plutôt là sur tout ce qui est logistique. Et on a aussi une petite spécialisation sur tout ce qui est tonneaux et fûts en bois, notamment pour l'industrie viticole en région, et sur les emballages légers, donc tout ce qui est cajots, cagettes, caissettes, pour tout ce qui est agriculture et agroalimentaire. Donc au niveau des marchés de destination, donc comme je l'évoquais tout à l'heure, le principal marché de destination, c'est le marché de l'agroalimentaire, avec 321 établissements en région, pour qui le marché de l'agroalimentaire est le principal marché de destination. C'est de loin le premier marché de destination. On a ensuite tout ce qui est logistique transport, avec 156 établissements. Donc là, on est plutôt sur des fabricants d'emballage en carton, mais, euh, mais aussi sur des emballages en bois. Le troisième marché de destination, c'est bien évidemment l'hygiène cosmétique, hein. On a tout ce qui est flacons, pots en plastique, mais aussi flacons, pots en verre, qui est le troisième marché de destination avec 102 établissements. On a ensuite certains marchés secondaires, donc le marché industriel, hein, donc tout ce qui est caisse industrielle en bois, le marché de la santé avec bien évidemment tout ce qui est blister, protection pour
pour les pilules pharmaceutiques, poches de perfusion, poches de dialyse, etc. On a certains marchés secondaires un peu moins importants, donc la chimie, les PLV, l'énergie, le e-commerce, etc. Assez rapidement, donc quelques chiffres clés sur le recyclage. Donc, comme on le voit, il y a certains matériaux qui sont davantage recyclés. Par exemple, le papier carton est recyclé à hauteur de 82% en France en 2021. On a une vraie structuration de la filière qui permet de recycler ce type de matériaux. Tout ce qui est aussi emballage en verre. Donc là, on est sur une filière du recyclage qui est ancrée et structurée depuis longtemps. Donc avec avec le recyclage du verre pour le transformer en calcin, pour tout de suite le introduire en tant que matière première. Pour les emballages en plastique, on est sur un taux de recyclage de 21% qui progresse, mais qui pourrait être encore amélioré. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Donc, il y a bien évidemment le taux de collecte qui n'est pas encore satisfaisant. Les filières de recyclage qui commencent à se structurer. Il y a certains types d'emballages pour qui il n'existe pas encore de filière de recyclage bien structurée. On sait très bien que les bouteilles en PET se recyclent très bien actuellement, mais sur les autres types d'emballages, on a encore certaines une véritable démarche de structuration engagée. Sur tout ce qui est emballage en bois, donc on a beaucoup de réemploi. C'est pour ça qu'on a des chiffres assez faibles, on est autour de 35%. Sur l'acier, donc on est sur un pourcentage de recyclage assez fort. Donc l'acier se recycle très bien. Et sur l'aluminium, on est autour de 44%. Sur les taux d'incorporation de matières recyclées, donc le papier carton mobilise beaucoup de matières premières recyclées dans la fabrication de ces emballages. Donc on est autour de 91%. Le verre, c'est sensiblement pareil, autour de 71%. Le plastique, c'est beaucoup plus faible. On est autour de 16% parce que on a des problématiques d'alimentarité. Et pour l'acier et l'aluminium, on est à 47% et 51%. Voilà. Océane, est-ce qu'on a des questions dans le chat éventuellement? Pas de question. Pas de questions? Donc maintenant, on va passer sur la présentation des principaux enjeux réglementaires du décret 3R, donc présenté par Colette Bress, responsable du laboratoire emballage au sein du Centre technique industriel de la plasturgie et des composites. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ok. Et donc, je suis Colette Bress et je m'occupe au sein d'IPC de tout ce qui peut concerner les problématiques d'emballage et d'interaction contenant-contenu d'une manière un peu plus générale. Donc, pour revenir sur la stratégie 3R, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que celle-ci, finalement, découle principalement de la loi AGEC, qui était axée sur le gaspillage et l'économie circulaire, et qu'il s'agit donc du décret d'application de cette loi qui a été déjà pas mal décrite depuis ces dernières années. Donc ce décret décrit les objectifs pour une période qui va de 2021 à 2025, avec un certain nombre de postes qui vont concerner des interdictions ou des évolutions. L'objectif étant de tendre vers la fin de la mise sur le marché des emballages en plastique à usage unique d'ici à 2040. Donc, je vous ai proposé, alors c'est peut-être pas forcément extrêmement lisible, mais vous pourrez le consulter quand vous aurez la totalité de la présentation, une frise avec un certain nombre de jalons qui montrent que dans un premier temps, ces problématiques et ces sujets visant à réduire la quantité d'emballage et prendre à bras le corps les problèmes environnementaux ne sont pas tout neufs, puisque depuis 1975, on considère que ces sujets sont vraiment à prendre en considération, et que le législateur a progressivement mis en place des codes, mis en place des directives, mis en place un certain nombre de lois qui visent justement à réguler toutes ces utilisations, et aussi à proposer un certain nombre de pistes pour pouvoir, au fil du temps, faire que
la progression croissante de la quantité d'emballages qui sont présents au niveau des déchets puisse diminuer. Néanmoins, il est quand même important de préciser que la notion de gaspillage est au cœur de ces problématiques et que réfléchir à de nouveaux types de conditionnement, de nouveaux types d'utilisation d'emballage, c'est un fait, mais qu'il faut toujours garder en tête que le sujet principal, c'est d'éviter tout gaspillage alimentaire. Donc, si on veut aller un peu plus dans le détail et regarder ce qui se cache derrière les 3 R, on va commencer par le premier R. Si on peut passer à la diapo suivante. Voilà, le premier R donc, qui va concerner le R de réduction. L'objectif de ce premier poste, c'est de pouvoir réfléchir à un emballage qui soit adapté à son contenu et à sa seule nécessité. C'est éviter toute utilisation de matière, d'emballage, d'articles qui puissent être inutiles et qui ne soient pas complètement vérifiés pour améliorer la conservation ou le service ou le transport. Donc, ce qui est important pour l'industriel, c'est qu'il puisse se demander, et j'ai mis redemander parce que très souvent, c'est des choses qui avaient déjà été bien réfléchies, à quoi sert son emballage et d'identifier quelles sont les marges de réduction qui sont potentiellement possibles au niveau de son produit pour néanmoins conserver tout ce qui peut être utile pour la performance et la conservation du produit. Alors évidemment, il est important de réfléchir à ne pas faire des petits ajustements entre guillemets cosmétiques qui pourraient peut-être avoir un effet global de quantité de matière par exemple, mais qui vis-à-vis de l'impact environnemental ne serait pas totalement justifié ou totalement pertinent. Donc l'utilisation des analyses de cycle de vie sera complètement obligatoire avec la réflexion qu'on va mener dans le cadre de ce premier R. Alors sur la diapo suivante, je vais vous indiquer également que réduire, donc là ça paraît peut-être simple dans la réflexion, dans l'éco-conception, néanmoins on peut constater qu'il existe un certain nombre de verrous ou de barrières au-dessus duquel on va devoir passer. Donc, c'est effectivement la notion de performance dont on a déjà un peu parlé, puis la notion de gaspillage. Si réduire une épaisseur de film, si aller vers un monomatériau se fait au détriment d'une durée de vie ou d'une possibilité pour le consommateur de stocker un peu plus longtemps, quelle est la véritable performance, quelle est la véritable utilité. De plus, on a vu fleurir un certain nombre de composés composites qui pouvaient justement associer des papiers cartons avec une lamination plastique. Si pour l'objectif 2025, c'est quelque chose qui peut être envisageable, en revanche, vers 2040, on ne pourra plus considérer cette solution comme pérenne puisque la couche de plastique qui sera présente qualifiera notre matériau vers un matériau plastique. Ce qui veut dire également que pour ces matériaux papier, carton, il sera nécessaire de les fonctionnaliser et de leur donner de la performance pour que justement ils puissent conserver une propriété barrière ou une propriété anti-gras. Donc, deuxième R, c'est le R de recycler. Donc, quelques chiffres rapides. Corentin vous en a déjà parlé. Il est important quand même de préciser qu'au 1er janvier 2023, on a une proportion de la population française qui est en capacité de pouvoir trier ses emballages. Donc, ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant puisque c'est un accès qui est désormais possible pour tout le monde. Néanmoins, les taux de recyclage par matériaux ne sont pas équivalents. Donc, on a des chiffres qui peuvent être un petit peu variables par rapport à ce que disait Corentin, mais on est vraiment dans quelque chose de très proche. Néanmoins, je fais un petit focus quand même sur le plastique. Alors, non pas parce que je fais partie du centre technique des plastiques, mais parce que ça fait aussi partie des défis qui sont lancés à la filière. Donc aujourd'hui, 65% des emballages en plastique sont recyclables. Ça ne veut pas dire qu'ils sont recyclés, ça veut dire qu'il y a la possibilité de le faire. 15% disposent de filières de recyclage qui sont en développement.
Donc, ça veut dire que pour ces matériaux-là, il y a un certain nombre d'ajustements à opérer et tout n'est pas complètement fluide. Et puis, il reste 20% pour lesquels il n'y a pas de solution aujourd'hui. Donc, il est important de pouvoir quand même affirmer que pour que tout cela soit possible, que pour que les enjeux et les objectifs qui sont précisés dans la réglementation soient appliqués, il va falloir développer des filières de recyclage avec tout ce qui va avec. Hein, bien sûr, des installations, avec des investissements et puis aussi avec des phénomènes économiques et d'organisation qui vont être importants. Donc là aussi, des verrous et puis des choses à développer. Par exemple, sur l'incorporation du recyclé. Là, on a vu que les filières de recyclage étaient existantes ou pouvaient exister. En revanche, incorporer du recyclé dans des nouveaux emballages, c'est un objectif et un enjeu majeur. Et on voit qu'en fonction des matériaux, en fonction des applications, les taux d'incorporation ne sont pas les mêmes et les réserves sont nombreuses. Effectivement, comme on va le voir dans la diapo suivante, la réglementation vis-à-vis du contact alimentaire, donc le food contact, qui a été établi en 2022, donne des règles extrêmement précises sur comment assurer un retour au contact alimentaire qui permette de protéger les consommateurs. Donc ce règlement, il est épais, il est dense et il oblige, on va dire, toute la chaîne autour justement de la collecte des matières, du traitement des gisements et du retour au contact alimentaire, de vérifier la présence de substances chimiques qu'il va falloir analyser, qu'il va falloir contrôler et qu'il va falloir probablement enlever, je dis bien entre guillemets, de nos matières plastiques pour avoir ce retour à l'alimentarité. Donc, beaucoup de questions autour de ces sujets. Et puis, effectivement, pour favoriser un recyclage, eh bien, il faut probablement favoriser le monomatériau, donc réfléchir à ces solutions de ce côté-là. Troisième R, le réemploi. Donc, je vous ai précisé deux définitions. Qu'est-ce qu'on appelle réemploi? Qu'est-ce qu'on appelle réutilisation? Réemploi, c'est usage identique. Réutilisation, c'est reprendre un contenant, par exemple, et puis lui donner finalement un statut un peu différent et l'utiliser dans un autre usage. Quoi qu'il en soit, réemploi et réutilisation sont désormais des priorités, que ce soit pour le particulier, un consommateur, que ce soit pour le professionnel. Donc, sur la diapositive suivante, je vous ai mis rapidement une boucle qui pourrait être déployée pour partir d'un emballage, passer par une collecte, ensuite une récupération, puis une partie de transport, du lavage, pour un retour progressif à une utilisation identique. Un certain nombre quand même de postes restent à réfléchir. Par exemple, tout ce qui va concerner la traçabilité, tout ce qui va concerner la mise en place de communication vis-à-vis des consommateurs, comment va être perçue cette nouvelle façon de fonctionner. Donc ça fait partie des enjeux et aussi des objectifs que la réglementation et la normalisation va devoir déployer et développer pour que chacun puisse y trouver son compte. Donc, les verrous, on va les avoir sur la diapositive suivante. Donc, ils sont, on en a déjà parlé, hein. Donc, il faut falloir que les objets puissent résister à différents cycles d'utilisation. Il va falloir donc bien assurer la traçabilité, sachant que l'utilisation du contenant dans un mode dégradé ou d'utilisation inappropriée va être difficile à maîtriser et à suivre. Comme je vous le disais, pas de référentiel aujourd'hui, donc un gros travail à fournir. Il va falloir également réfléchir à des technologies de nettoyage et de désinfection qui soient appropriées à tout type de matériaux. Donc, il faut aussi qu'on puisse peut-être upgrader entre guillemets les consommateurs pour qu'ils puissent accepter tous ces fonctionnements et qu'ils puissent aussi les mettre en place. Et puis, la durée de vie, le réemploi domestique, c'est-à-dire dans le cas du vrac, on va avoir par rapport aux aliments une durée de vie qui aura été prononcée sur, on va dire, une utilisation primaire. En revanche, comment on va faire le consommateur à la maison pour réfléchir et encadrer la durée de vie secondaire. Donc voilà rapidement
passer en revue les 3 R. Je vous invite à aller consulter les fiches sectorielles qui sont présentes dans les annexes de la réglementation. C'est une mine d'informations, c'est extrêmement riche et il y a d'ores et déjà des propositions de substitution pour un certain nombre d'emballages dans le cas de comment recycler, comment incorporer du recyclé, comment proposer quelque chose de réemployable et comment aussi réfléchir à l'éco-conception. Voilà, je vous remercie et à votre disposition pour des questions si vous en avez. Ok, merci beaucoup Colette. Donc je vois qu'il n'y a pas de questions, donc nous allons passer à l'intervention d'Amélie sur l'état des lieux de la recyclabilité. Donc ce sont les résultats issus d'une analyse prospective qui a été faite avec les membres du groupe de travail pour identifier les points forts et points faibles entre guillemets de la filière aussi emballage au niveau région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, Amélie Gousseau, je suis chargée de mission innovation au sein du pôle de compétitivité Polyméris et donc responsable de la thématique emballage. Donc voilà, en effet, lors du travail prospectif qui a été réalisé le 5 octobre avec donc le CTCPA, Polyméris IPC et Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise, donc voilà, un travail prospectif a été réalisé afin donc en premier lieu de faire un état des lieux de la recyclabilité des emballages en plastique à usage unique dans la région et enfin du coup afin de constituer des préconisations envisageables ou plus hypothétiques. Donc, en premier lieu, sur cet état des lieux qui a été réalisé, donc on est sorti une matrice SWOT qui va faire sortir donc les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités. Donc, en premier lieu, au niveau des forces qui sont sorties de cette étude, donc on va voir qu'il y a vraiment une multitude d'acteurs de qualité qui sont engagés sur le territoire avec des centres techniques nombreux, des laboratoires, également un grand nombre de centres de formation avec par exemple les EPAC, l'IMP, l'ITEC, le Plastique en Plus et bien d'autres, et des plasturgistes moteurs et engagés comme par exemple le groupe Barbier, Lactips, Carbios, qui sont vraiment en avance sur la recyclabilité. Également donc un grand nombre de centres de tri qui sont en cours de modernisation. Et donc voilà, ce tissu dense permet un travail en réseau et de nombreux projets qui sont mis en œuvre à l'échelle régionale, avec par exemple le projet Super PE qui est sur le retour à l'alimentarité par purification de PE recyclés et par exemple la ligne pilote d'IPC. Les faiblesses qui sont ressorties de cette étude sont une faible abondance du gisement de déchets. En effet, beaucoup de déchets ne sont pas recyclés à cause de plusieurs choses. La première, c'est que donc les filières de recyclage n'existent pas encore. Les emballages de plastique en biomatériaux vont complexifier le tri, par exemple les PLA, les plastiques compostables et les plastiques biodégradables, et également les emballages multicouches qui vont également complexifier fortement du coup le tri et qui vont, pour une grosse partie, ne pas être recyclables. Donc voilà, on va également voir certaines contraintes de forme, d'aspect et de coût qui sont imposées par les donneurs d'ordre et qui derrière complexifient le recyclage. Par la suite, donc on voit les opportunités qui ressortent de cette étude. Donc au niveau des opportunités, il y a de nombreux appels à projets qui sont ouverts, notamment donc des appels sur le recyclage des plastiques, composites élastomères de l'ADEME. Il y a des appels à la fois donc sur l'amont des projets, donc sur la thématique sur la recherche fondamentale, des appels avec les laboratoires académiques, les ANR, le PEPR qui s'est ouvert, et également sur l'aval avec des financements qui sont orientés plutôt marché et entreprise, par exemple le IDEMO, le booster, transformation de PME par l'innovation, ou avec du coup le FEDER. Également, du coup, en termes d'opportunités, une grande diversité d'outils qui sont disponibles pour évaluer la recyclabilité avec, par exemple, l'outil TRI par Citeo. On va également avoir l'outil CIRPAC de Veolia qui permet de tester ces emballages et l'outil européen Recyclas qui évalue la recyclabilité des emballages en plastique. Enfin, les menaces qui sont ressorties de cette étude sont qu'il y a quand même des investissements massifs qui sont à mettre en œuvre pour permettre de transformer le process de conception et de fabrication. En effet, on voit qu'il y a une inadéquation entre les fortes contraintes réglementaires et la maturité qui va être encore limitée sur les technologies qui sont existantes.
on voit qu'il y a une nécessité de conserver les fonctions essentielles auxquelles répondent les emballages en plastique à usage unique, donc les propriétés barrières aux contaminants, le garder l'humidité, conserver les produits, et l'incorporation de matières premières recyclées à plusieurs limites qui sont donc qui est actuellement une autodéclaration qui se fait sur la proportion d'incorporation de ces matières premières recyclées dans un produit. Et il y a encore du coup de nombreux travaux qui doivent être menés sur l'incorporation de ces matières recyclées en lien avec les interactions contenant-contenu pour permettre un retour à l'alimentarité. Donc à la suite de cet état des lieux, en est ressorti des propositions et des recommandations pour permettre d'améliorer cette recyclabilité. Donc sur 3 points, la conception des emballages, la sensibilisation et le pouvoir du consommateur, et enfin du coup la structuration de la filière. Donc sur la thématique de la conception des emballages, quelles sont les propositions qui en sont sorties? En premier lieu, développer des standards d'emballage monomatériaux. En effet, donc voilà, vraiment travailler dès la conception pour permettre de faciliter la fin de vie en travaillant, en évitant des emballages multicouches par exemple, les multirésines complexes, en évitant d'intégrer du noir de carbone ou avec des opercules et des films barrières en alu, du multimatériau. Également, une autre proposition qui est sur améliorer l'analyse de la composition des emballages en prenant en compte dans ces analyses-là les ACV, donc les analyses de cycle de vie, pour permettre de mieux quantifier les impacts environnementaux de l'emballage en prenant en compte tous les flux entrants et sortants sur l'ensemble du cycle de vie des matériaux. Donc ensuite, sur la sensibilisation et les pouvoirs du consommateur, avec en premier lieu l'extension des consignes de tri, avec possibilité donc d'établir une collecte de tri moins chère que celle des ordures ménagères, pour permettre d'inciter plus les consommateurs à trier et surtout sensibiliser et mettre en place plus de pédagogie au niveau des consommateurs sur les gestes de tri, en améliorant par exemple la communication sur les différents emballages qui sont recueillis dans le bac jaune. Enfin, le consommateur a un rôle très important et c'est son comportement d'achat qui est central dans cette matrice. Donc voilà, le consommateur peut en effet influencer les compositions des emballages en achetant des emballages avec une meilleure recyclabilité. Donc voilà, donc qu'il puisse savoir également quels sont ces emballages qui vont avoir un impact environnemental plus faible. Enfin, sur le dernier point qui est la structuration de la filière, donc quelles sont les propositions? Première proposition qui est de repenser les cahiers des charges entre les fabricants d'emballage et les donneurs d'ordre. Des discussions qui sont à lancer sur les fonctionnalités qui sont attendues pour un emballage. Ensuite, donc des concertations qui sont nécessaires entre les plastogistes et les donneurs d'ordre pour permettre la mise en œuvre de prix minimum dans la perspective d'un développement d'emballages qui vont être standardisés. Ensuite, donc améliorer la connaissance de la filière régionale, donc avec le panorama emballage qui a été réalisé, un annuaire qui peut être mis en place, enfin un annuaire Alimentech et le phare Eco-Business. Ensuite, donc voilà, mettre en œuvre une réglementation française européenne pour permettre d'améliorer la transparence sur la déclaration du coup d'incorporation de matières recyclées. Et ensuite, favoriser l'achat de MPR pour les différentes entreprises. À la suite donc, de cette proposition de recommandation, donc voilà, l'idée maintenant c'est de vous présenter quelques actions qui sont déjà engagées par exemple par le pôle Polyméris pour pouvoir accompagner les plastogistes dans cette transformation. Donc sur le premier point, en gardant voilà, les 3 points déjà présentés auparavant, donc sur la thématique de la conception des emballages, donc voilà, ça va être accompagner les entreprises, les industriels et les académiques pour initier des nouveaux projets innovants, avec voilà, des décryptages d'appels à projets, aider au montage de consortiums. En ressort du coup différents projets innovants et d'intérêt, comme par exemple le projet Plabaflex, qui était sur des emballages souples 100% recyclables et aptes au contact alimentaire. Le projet Repali, qui était sur le recyclage des polyéléphines alimentaires par purification CO2 supercritique. Et enfin, le projet Citrus Pack, sur la revalorisation des déchets d'agrumes dans une formulation PLA. Ensuite, sur la thématique de la sensibilisation des consommateurs, sur la slide d'après, donc il va y avoir le hackathon qui aura lieu la semaine prochaine, mais qui sera présenté à la fin de cette présentation, donc je ne vais pas passer plus de temps sur ce point-là.
Et enfin, sur la structuration de la filière, voilà, mettre en place, donc Polyméris va agir sur les mises en relation des différents acteurs, sur l'animation de l'écosystème avec différents événements, différents clubs qui sont mis en place pour permettre justement à tout cet écosystème et ce tissu très dense présent sur la région d'échanger et de mettre en place voilà, des discussions sur le recyclage en lien avec également différents acteurs impliqués et avec Citeo. Et par exemple, donc, le club emballage, qui est une action concrète qui réunit des industriels pour permettre de favoriser et d'accélérer l'industrialisation, de répondre collectivement aux besoins et questionnements et de coordonner des actions communes avec des experts scientifiques et technologiques. Merci voilà, beaucoup. Super. Merci beaucoup, Amélie. Donc enfin, suite à la présentation donc, de la filière emballage en région Aura, suite au rappel de la réglementation de la loi AGEC et suite à l'analyse en fait, de la filière emballage dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, on va arriver dans le cas concret avec le témoignage de l'entreprise Le Pain de Beldon qui a travaillé sur ces emballages, notamment pour répondre au décret 3R. Avec Aline Lamarche. Bonjour à tous, merci de cette introduction. Donc, je vais vous présenter en premier lieu rapidement l'entreprise Pain de Beldon. Donc, elle a été créée en 1991 par Bruno Anctil, qui est toujours le président fondateur de l'entreprise. Donc, on a démarré par la fabrication de pain, d'abord de pain bio, en local, et puis petit à petit dans le réseau des magasins bio, en local, en région, et puis maintenant sur l'ensemble de la France. Il y a eu une diversification en 2006, donc sur les biscuits vrac. On a été labellisé donc commerce équitable avec l'activité chocolaterie qui a été créée en 2008. Et puis donc la volonté toujours dans nos engagements d'être en local, d'avoir des fournils dans les régions pour pouvoir fournir du pain frais local avec des farines locales, donc avec 4 fournils, un en Savoie, un en Île-de-France, un en Occitanie et un en Provence. Donc aujourd'hui, l'entreprise, il y a 150 collaborateurs. On travaille sur 4 métiers, donc boulangerie, biscuiterie, chocolaterie, confiserie. En 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros. Et donc, voilà, on est caractérisé par des engagements forts avec du 100% bio, des origines locales et du commerce équitable, à la fois sur le nord-sud, mais aussi sur le nord-nord avec nos paysans. Et donc, une de nos particularités en lien avec la thématique d'aujourd'hui, c'est que notre offre, 80% de notre offre annuelle est vendue en vrac ou en service assisté sans emballage. Donc ensuite, je vais vous présenter rapidement les gammes de produits. Donc on a 3 catégories de produits. Enfin, sur la boulangerie, donc avec des pains, une grande variété de pains en différents formats, en emballé, en non emballé, donc à la coupe, à la pièce, en grande tranche, en longue conservation également, où il faut des propriétés particulières sur ces matériaux, et des cakes également à la coupe. En biscuiterie, donc on a 21 recettes avec là 99% de nos produits qui sont vendus en bac vrac en magasin bio. Et puis l'activité la plus consommatrice d'emballage chez nous, c'est la chocolaterie-confiserie. Donc on a néanmoins toujours du vrac avec des fruits secs torréfiés enrobés de chocolat, donc qu'on appelle des grains de saveur, des barres et des plaques à casser pour le rayon vrac également, des guimauves en sachet et en vrac, des tablettes, donc 14 tablettes de chocolat, des pâtes à tartiner et aussi une gamme de produits festifs pour Noël et Pâques, là qui est plus consommatrice d'emballage. Donc, un petit état des lieux de nos emballages ménagers. Donc, les emballages ménagers, c'est vraiment ce qui est ce qui va jusqu'à nos consommateurs. Donc, on ne comptabilise pas là-dedans les emballages issus du vrac. Donc, on est à 40 tonnes en 2022. Donc, ça, c'est notre déclaration Citeo et c'est seulement 1,4% du poids net de nos produits vendus. Donc, on voit une répartition avec 57% sur le papier carton, 25% sur le plastique souple, donc PEBD, donc le polyéthylène basse densité, et puis le reste réparti entre autres plastiques souples, plastique rigide, et après un petit peu d'aluminium, et puis en beaucoup moindre quantité, acier, verre, bois, fer blanc et film cellulose. Voilà.
Et donc voilà. Ensuite, je voulais partager notre démarche d'éco-conception donc chez Pan Beldon. Donc pour nous, elle est vraiment ancrée dans nos valeurs depuis 30 ans maintenant. Et donc elle est largement plébiscitée par nos clients magasins bio et nos consommateurs qui sont attentifs à ces enjeux. Donc on a une éco-conception qui est vraiment au cœur de notre mix produit, à la fois en innovation et pour les rénovations de produits. Donc nous, on essaye de plus en plus de travailler en analyse fonctionnelle du couple emballage-produit, d'être sur le juste emballage par rapport aux fonctions attendues dont a parlé Colette Brest tout à l'heure. Donc on fait d'abord des travaux de diagnostic, d'évaluation des impacts de nos emballages. On se fixe des objectifs, on les priorise parce qu'on est une PME, donc on ne peut pas tout faire en même temps. On recherche des solutions pour chaque projet. On réalise le plan d'action et on essaie de mesurer les performances. Donc, c'est quand même des sujets assez techniques. Donc, aujourd'hui, l'éco-conception est pilotée par le service R&D et on a de temps en temps des accompagnements externes. Ce qui fait que la démarche fonctionne, c'est la collégialité. Donc, on a une forte implication des services marketing et achats, puisqu'ils vont être en lien avec nous pour mettre en œuvre cette thématique. Et puis, voilà, la mise en œuvre est très transversale. C'est ce qui fait que ça fonctionne, c'est que derrière, quand on va mettre en œuvre les solutions, il faut qu'il y ait un travail avec les achats, approvisionnement, la production quand il y a du passage sur des machines, la qualité, service logistique. Donc, tout le monde est investi dans les projets. Donc, on a identifié plusieurs leviers d'éco-conception à notre niveau qui ont tous des impacts 3R, voire d'autres impacts également. Donc, pour tout ce qui est réemploi, donc nous, en étant en vrac, on a une partie de réemploi pour les consommateurs. Donc, on va concevoir parfois des produits pour les vracs en bac ou en silo. Dans le levier réduction, on va travailler sur le nombre de composantes de nos emballages, donc en interrogeant les fonctions inutiles qu'on va essayer de retirer. On va travailler sur le ratio massique, donc là avec des différents leviers comme l'épaisseur et la densité de nos emballages. Donc là aussi en lien avec nos fournisseurs d'emballage. On va travailler aussi sur le ratio volumique, donc là c'est tout ce qui va concerner les dimensions de l'emballage pour qu'il soit au plus juste par rapport à la denrée alimentaire. Également là c'est peut-être plus la recyclabilité sur la matière recyclée, donc on va essayer de travailler à l'intégration de cartons recyclés dans les caisses américaines. Oui, donc on va réduire dans le sens où on va moins prélever sur la ressource initiale. Dans la partie recyclabilité, donc là, comme elle a été dit précédemment par les interlocutrices, on va essayer de privilégier les monomatériaux pour faciliter la recyclabilité. La séparabilité des composantes, qui est un élément important, c'est faciliter le geste de tri, que les consommateurs puissent facilement séparer toutes les composantes de l'emballage. On a un travail aussi sur l'ancrage, sur éviter les couleurs foncées qui sont des perturbateurs de tri, et les surfaces d'ancrage pour limiter les contaminations, puisque les encres restent néanmoins des produits un peu chimiques. Hein. Et puis, sur le gaspillage alimentaire, on va travailler sur les taux de restitution de nos contenus, donc veiller à ce que l'ensemble du produit dans son emballage puisse être bien utilisé par le consommateur. Et pour le papier carton, on va essayer de travailler sur des écolabels donc FSC ou PEFC, qui sont des labels de gestion durable des forêts. Et donc, nous, un levier qu'on doit encore actionner, c'est d'aller plus loin sur l'impact écologique des matériaux avec une analyse de cycle de vie qui va nous demander d'utiliser un peu certains outils qui vont nous demander un peu plus de temps. Voilà. Donc après, je vais vous partager 2 projets concrets. Donc là, on a une gamme de tablettes de chocolat. On a mené une réflexion d'éco-conception dès 2017 où on n'a pas de colle, on n'a pas d'aluminium, on a des films en fibre végétale, home compost. Et donc, on a fait une grosse refonte de la gamme en 2023. Et donc, on a re-questionné notre étui. Donc là, vous pouvez voir certaines données de densité où on a baissé la densité de 2%. Les poids des 2 étuis, donc grand format, petit format, qui ont été réduits de 10 à 12%, donc avec un gain à peu près de 300 kg de matière par an. On a travaillé pour cela sur les rabats de nos étuis et puis sur la pâte de fermeture qui a été intégrée à l'intérieur de notre tracé de découpe. L'impression également, on était sur une impression recto verso, on n'est passé plus que sur une face et sur un autre modèle avec 2 faces, mais la deuxième est beaucoup moins ancrée.
On a réduit les aplats noirs de nos couleurs pour la recyclabilité. Et puis, on avait une problématique un peu de perte de matière, perte d'emballage avec un système de verrouillage un peu plus difficile. Donc, les opérateurs parfois devaient jeter certains étuis. Donc là, on a pu résoudre cette problématique et on a maintenu notre label FSC sur les étuis. Donc en image, sur ça donne ça sur la charte graphique avec beaucoup de noir sur les anciens étuis, avec plutôt des couleurs un peu plus claires sur la nouvelle charte graphique. Et vous voyez la partie travail sur les rabats qui ont été réduits, et puis l'impression à l'intérieur qui a été donc annulée sur le grand format et beaucoup plus légère sur le petit format. Le second projet va concerner les sachets de nos grains de saveur, donc nos fruits à coque enrobés de chocolat. Donc on a 32 références de produits qui sont conditionnés dans des cartons en vrac de 2 kg. Et à l'intérieur, donc il y a un film plastique qui permet l'alimentarité et un emballage secondaire qui est une caisse en carton ondulé. Donc on a re-questionné le sachet en 2023. Donc là aussi, vous pouvez voir qu'on a réduit les dimensions de ce sachet de 48%. Donc voilà, avec une surface qui est passée de 0,7 m² à 0,4 m². L'épaisseur est passée de 25 microns à 18 microns. Donc là, on a pris soin de bien verrouiller la DDM et le suivi de vieillissement des produits pour maintenir la fonction de préservation du produit. Donc le poids du sachet est passé de 17,5 grammes à 6,8 grammes. Donc grâce à ça, ça fait une économie de 840 kilos de plastique par an. Donc nous étions en polyéthylène basse densité, on est passé en polyéthylène haute densité, donc il y a un maintien de la recyclabilité. C'est du monomatériau. Et puis un gain également sur le transport. On peut mettre plus 37% de sachets par palette, donc ça réduit aussi l'impact du transport. Donc en image, voilà, vous pouvez voir les cartons vrac. On avait une taille très très haute et puis beaucoup plus large, donc ça permet d'être ajusté et d'être un peu plus vertueux sur l'impact plastique. Et donc pour terminer, quelques perspectives et actions. Donc on avait du film palette noire sur en termes d'emballage tertiaire. Donc on est passé en film transparent. On a également ajusté la densité de certains cartons donc en la diminuant. On a un travail à faire ensuite sur l'incorporation de matières recyclées en emballage secondaire et tertiaire, sur les scotches de colisage, sur les supports d'étiquettes et optimiser le fardelage. On a aussi dans la guimauve, on a enlevé l'étiquette de refermeture de nos sachets plastiques en re-questionnant cette fonctionnalité. Et puis, on doit essayer de travailler sur un plastique monomatériau, puisque là, c'est un produit spécifique et pour le moment, on est en film complexe. Et les perspectives, c'est de poursuivre tous nos engagements d'éco-conception, de déployer une démarche d'amélioration continue, d'aller plus loin dans l'analyse de cycle de vie, de communiquer davantage aussi en interne, chez nous, aussi vers l'extérieur comme on le fait aujourd'hui. De faire monter en compétence toutes nos équipes et puis de se saisir de toutes les innovations liées aux futurs emballages qui pourront répondre notamment à ces enjeux d'alimentarité et de conservation des produits qui aujourd'hui sont en film complexe. Voilà. Très bien. Alors, merci beaucoup, Aline. On va passer à la conclusion. Petite remarque, c'est un supplice de parler des grains de saveur à l'heure du midi, mais je vais essayer de finir le plus mieux. Effectivement, comme je le disais au tout début, donc en fait, il y a vraiment une réelle dynamique, une action collective au niveau de la région sur ce thème de l'emballage, comme vous avez pu le voir grâce à ce webinaire. Donc il y a eu déjà de premiers résultats concrets, donc notamment via cette action de finalisation du panorama sur l'emballage, l'organisation de ce webinaire, mais également notre présence, donc des membres du groupe de travail lors du salon ProDenPack qui aura lieu à Lyon la semaine prochaine, du 21 au 23 novembre. Et donc où vous pourrez nous retrouver et où l'écosystème régional de l'emballage et les dispositifs d'aide seront présentés.
Également, comme le disait Amélie, il y a un hackathon qui est organisé en ce moment par Polyméris en Haute-Loire, qui aura lieu prochainement, donc en novembre. Je ne vois pas la date, mais vous pourrez compléter. Et donc, qui vise, en fait, un hackathon, ça vise à faire travailler les étudiants sur une thématique donnée, en l'occurrence les emballages. Et donc, par exemple, l'un des sujets est donc sur la filière viande. Comment, par exemple, trouver une alternative au buvard que l'on retrouve dans les barquettes des produits de viande pour donc en fait travailler sur les emballages pour capter les exudats qui sont relargués par la viande. Donc, c'est l'un des sujets sur lesquels les étudiants travaillent et il y en a d'autres. Un lien important que vous pouvez, donc on mettra dans le chat, qui regroupe en fait toutes les actions qui sont conduites par ce groupe de travail et par les partenaires sur ce thème de l'emballage. Et également, donc à gauche, vous retrouvez notre, on va dire, logo Réinventons nos emballages qui nous permet d'être visible dans le cadre de cette dynamique régionale. Donc voilà, et ben écoutez, merci beaucoup. Je vais passer la parole à Corentin qui va vous présenter l'outil Fareco Business. Merci Océane pour cette intervention très intéressante. Donc assez rapidement en conclusion, je vais vous présenter donc l'outil de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise, donc Fareco Business. C'est un outil qui permet de faire de la mise en relation qualifiée entre un donneur d'ordre et un sous-traitant en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est entre deux entreprises régionales. Il permet d'aller chercher des compétences au niveau des savoir-faire. Donc si vous cherchez une compétence extrêmement précise que vous ne trouvez pas, vous pouvez justement la rechercher sur le site Fareco Business pour trouver un sous-traitant à proximité de votre entreprise. Au niveau des avantages de l'outil, donc il y a un référencement qui est quand même assez important. Donc l'outil est quand même extrêmement connu et extrêmement visible. Il permet d'être référencé à grande échelle donc sur la région. Le moteur de recherche est assez simple d'utilisation et extrêmement rapide, donc c'est facile à prendre en main. On peut rechercher une entreprise par territoire, par compétence ou par nom d'entreprise tout simplement pour faciliter la mise en relation. Cet outil permet de sourcer et de consommer local, donc favoriser les échanges B2B à l'échelle régionale. Donc c'est un outil extrêmement intéressant de ce point de vue-là. À l'heure actuelle, donc, on a 1300 entreprises référencées à 100% sur le site, avec d'un côté un outil de recherche assez complet, mais également un service d'accompagnement personnalisé, donc avec 11 référents territoriaux donc, dans chaque département au sein de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, avec un accompagnement sur la prise en main de l'outil, sur le référencement, etc. Un donneur d'ordre peut aussi relier des appels à compétences, donc si il a besoin de compétences extrêmement précises à un instant T, il peut justement le relayer sur cet outil. L'inscription est gratuite avec une validation sous 48 heures et on a la possibilité d'une démonstration assez rapidement. Si vous souhaitez avoir plus de renseignements, vous pouvez contacter donc, notre référente Fareco Business qui est Christelle Alzé, ou vous rendre directement sur le site internet de Fareco Business. Voilà, donc merci à tous les intervenants pour leur présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Hop, nous y répondrons avec plaisir. J'ai l'impression que nous n'avons pas de questions, donc la présentation vous sera envoyée par mail, donc au format PDF. Le replay du webinaire sera également envoyé par mail et vous pourrez retrouver ce webinaire sur la chaîne YouTube de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise. Donc voilà, merci à tous pour votre participation à ce webinaire emballage qui a été extrêmement instructif et extrêmement intéressant. Je suis désolé, on a un peu débordé, mais on avait beaucoup de contenu à présenter, donc c'était de ce point de vue-là extrêmement intéressant. Merci à tous. Merci à tous.
Merci. Au revoir. Au revoir.